Bon, il y a ce qui bouge, bon, c'est pas grave. Donc, pour une meilleure analyse même de la situation actuelle du secteur industriel international, on se rend compte que c'est un secteur qui est structuré et que très souvent évolue dans le domaine minier, pétrolier, gazier, et c'est régi très souvent par les codes des investissements. Pour dire que ces codes des investissements offrent des avantages fiscaux qui en fait impactent beaucoup même sur nos dépenses fiscales. Quand je dis dépenses fiscales, il faut entendre les exonérations que les États même sont amenés à accorder. En Afrique, d'après les rapports du FMI, ces dépenses fiscales peuvent aller à l'ordre de 2/5, je veux dire 40% même. Même si, en fait, les 60% sont des dépenses ou bien des exonérations d'ordre social, il n'en reste pas moins que, en fait, ces systèmes d'exonération impactent beaucoup plus même dans nos recettes fiscales. Aussi, il faut remarquer qu'actuellement, c'est un secteur qui participe bien évidemment à la création de valeur ajoutée. Parce que ce sont des secteurs qui utilisent une forte intensité capitalistique. Ça n'en ignore pas. Mais souvent aussi exonérés par en fait les régimes de code des investissements ou bien même des points francs, pour ne pas dire les zones franches. Oui, ce secteur aussi... Ça ne s'affichait pas, oui, oui. Je pourrais passer après celui-là, moi aussi j'ai un peu compris. Il faut absolument que je passe celui-là, c'est ça que j'avais planifié, quoi. C'est bon, je peux... Oui, pardon, il y a des interférences là, c'est... Ah, très bien, voilà, c'est le point numéro 1, je pense, qui ne s'affiche pas. Et puisque j'avais déjà le plan ici. Alors, donc, en ce qui concerne, restons toujours dans le secteur industriel international. Alors, c'est un secteur, comme je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui évolue dans le domaine minier, industriel, qui fait en fait des accords que nos États signent avec. Ensuite, c'est un secteur qui crée de la valeur ajoutée, forte intensité capitalistique, parce que c'est dirigé par des firmes multinationales, et aussi un secteur qui, très souvent, échappe à la réglementation des prix de transfert. Comme vous savez, en fait, les prix de transfert sont communément appelés prix de cession interne même, donnent la possibilité aux firmes multinationales de faire un jeu sur l'optimisation fiscale, c'est-à-dire en pratiquant en fait des transferts de bénéfices. Donc, ceci n'est possible que lorsque des entreprises de même groupe même, mais installées dans des législations fiscales différentes, puissent échanger entre elles-mêmes. Alors, il a fallu maintenant un dispositif appelé perte même pour réglementer ces prix de transfert. Il faut dire que cela a été lancé en 2013 même par le G20, dont l'étude technique a été réalisée par l'OCDE en 2015, qui consiste maintenant à contrôler par des instruments très sophistiqués et de lutter contre cette optimisation. Il faut dire que les économies de l'UEMOA ont adhéré tardivement même à cette politique de réglementation même des prix de transfert, qui fait qu'en fait, cela impacte parcimonieusement, cela impacte lourdement même sur nos recettes fiscales. On va pas dire en fait un grand manque à gagner. Donc, en résumé, le constat actuel il faut dire que c'est un secteur puissant, un secteur qui crée de l'emploi, certes, mais aussi échappe bien à la réglementation des prix de transfert. Et si nous passons maintenant sur le secteur suivant, qui est un secteur industriel réglementé, qui est un secteur national même. Alors, ce secteur national industriel même, comme je dis, je vois au niveau de mon diapo même, voilà, c'est un secteur réglementé. Quand je dis réglementé, en fait,
secteur codifié, qui tient une comptabilité, etc. Il faut dire que c'est un secteur qui, au niveau national, évolue particulièrement dans le domaine de la transformation de produits agricoles, de produits de pêche, et aussi régi par, bien évidemment, un code des investissements qui leur confère certains avantages fiscaux. Ce secteur aussi est orienté vers l'exportation. Très souvent, c'est l'exportation de produits qui ne sont pas du tout manufacturés, comme je veux dire. C'est des produits agricoles, des produits de pêche, etc. Et que vous tous, vous savez que si l'exportation fait rentrer des devises, il n'en reste pas moins que c'est exonéré même, d'un coût de taxe même, pour la plupart. Et c'est un secteur aussi qui concourt effectivement aux recettes fiscales parce que c'est un secteur qui paye régulièrement ses impôts du fait que c'est un secteur qui est réglementé, donc qui respecte ses obligations déclaratives, etc. En examinant maintenant la situation du secteur national non réglementé, communément appelé secteur informel, c'est l'économie souterraine, c'est un secteur constitué de petites unités de production, bien sûr, avec des transformations aussi, faiblement fiscalisées, pour ne pas dire non fiscalisées. Alors, c'est un secteur aussi qui ne collecte pas équitablement, parce que si vous prenez ce secteur qui est dit informel, c'est un secteur qui, 90% même, je vous dis 90% en fait de la main-d'œuvre, mais un secteur qui contribue moins de 3% des recettes fiscales. Et en fait, ce grand écart, c'est un secteur qui échappe particulièrement à l'impôt du fait en fait que c'est désarticulé, mais quand même occupe une bonne place même, passion des jeunes. Alors maintenant, quel cadre même? Les recommandations. En ce qui concerne le secteur industriel international, nous invitons les États même à aller vers une rationalisation même des dépenses fiscales au bénéfice de ces industries. J'ai parlé tout à l'heure, en fait, du renoncement, en fait, de ces recettes fiscales. Parce que, comme vous voyez, avec le mécanisme de prix de transfert, certaines entreprises sont amenées même à réaliser leur optimisation dans les économies africaines, particulièrement celles de l'UEMOA. Par exemple, une entreprise à l'étranger qui est dans une situation fiscale élevée, c'est-à-dire avec un niveau de prélèvement élevé, trouverait en fait un avantage de s'installer dans une économie africaine, avec une filiale maintenant qui pourrait servir de relais pour couvrir en fait les recettes de l'autre entreprise. Je ne vais pas entrer dans beaucoup même de ces détails. Plus loin aussi, il faut mettre en place un dispositif fiscal performant et incitatif, garantissant la création d'emplois, l'amélioration de l'environnement. Bien sûr, c'est régi par les zones économiques spécialisées dont le collègue a parlé tout à l'heure. Alors, ce que l'on constate, même si la création d'emplois est envisagée, c'est des emplois très souvent précaires, quel que soit en fait le nombre. Parce que si le projet finit, en fait, ces personnes qui étaient utilisées devaient être versées dans d'autres structures même ou entités. Améliorer aussi l'environnement de là où ces infrastructures sont installées. Que si vous êtes une entreprise minière ou autre même, ou bien une entreprise dans le domaine de la production d'électricité, que l'environnement qui vous encadre ou bien les localités autour ne parviennent pas à revoir ou bien même essayer de renégocier les conventions fiscales internationales qui très souvent présentent un caractère léonin. Donc, les fiscalistes savent très bien de quoi cela s'agit même. L'avantage fiscal, très souvent, c'est orienté de l'autre côté. Pour terminer, pour revenir, attention avec ce diapo qui me renvoie sur
revenir même sur le secteur industriel international. J'avais dit que les États, qu'est-ce que je vois tout à l'heure? Bon, les États, en fait, sont amenés, en fait, doivent adhérer même à la réglementation même des prix de transfert, surtout. Parce qu'il faut dire que cela permettrait non seulement de limiter l'évasion fiscale, et surtout même de lutter contre la fraude fiscale, comme il est dit même. Ensuite, pour ce qui concerne en fait les droits d'accise, heureusement au niveau de l'UEMOA, il y a une directive en date de 1998, la directive 98.3 même, qui pour une première fois en fait avait visé à harmoniser les droits d'accise. Ce sont des taxes spécifiques portant en fait sur certains biens de consommation dont l'abus serait dangereux pour la santé, certes, mais aussi qui visent aussi à réparer certains préjudices même que ces exploitants en fait ont produit. Donc, c'est en fait des externalités négatives que l'on vise à réparer en prélevant en fait des taxes même. Mais des taxes, bien sûr, à un niveau tout à fait raisonnable. Et là, il faut dire que, heureusement, du côté de l'UEMOA, il est établi une liste de 14 produits ou bien 14 opérations qui doivent faire l'objet de droits d'accise. Et que les États ont la faculté d'en utiliser au plus 6. En dehors de l'alcool et du tabac, bien évidemment. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une forte boulimie même fiscale qui fait que tous les États ont complètement dépassé cela. On voit même que l'on accise même certains produits, comme par exemple les produits pétroliers qui impactent beaucoup sur notre industrie même. Et vous savez que cela peut se répercuter sur les coûts. Plus loin maintenant, on va analyser les recommandations portant sur le secteur industriel non réglementé, communément appelé secteur informel. Alors, on invite ici, en fait, à accompagner fiscalement ce secteur, à se formaliser. Quand je dis à se formaliser, mettre en place des régimes. Par exemple, Mamadou, excuse-moi de te couper. Tu as la possibilité de défiler ton PPT. Tu as la main. Regarde les flèches qui sont au bas de l'écran. Très bien. Très bien. Voilà, là, ça me permet en fait de suivre correctement. Très bien. Donc, pour en venir au secteur industriel non réglementé même, ici, là où je vais en fait terminer même. Alors, ce secteur non réglementé est communément et secteur informel même. Certes, c'est un secteur qui, dit-on très souvent, ne supporte pas l'impôt. Je ne pense pas parce que lors des acquisitions, c'est le secteur le plus fiscalisé. Parce qu'en achetant, c'est un secteur qui supporte la TVA. Mais ce secteur ne collecte pas. C'est là où, en fait, il y a problème. Donc, il faut aller vers leur formalisation. Leur formalisation consiste tout simplement à les sensibiliser, à les orienter vers, en fait, des agences qui sont agréées, comme par exemple, mettre en place une comptabilité souple, etc. Aller même jusqu'à promouvoir ce qu'on appelle un statut des PME, en disant que, par exemple, telle entreprise qui adhère aura la faculté de bénéficier de tel ou tel avantage. Donc, les textes sont là, les propositions sont là, mais très souvent pas du tout appliquées. Ensuite, encadrer et assister ce secteur pour la mise en place de ces statuts dont je parlais tout à l'heure, ce statut qui est quasiment absent. Parce qu'on a vu que dans nos économies, les entreprises en matière fiscale boxent sur le même ring. C'est-à-dire qu'on fiscalise de la même façon
les grandes et les petites entreprises. Alors que il serait souhaitable même, ou bien beaucoup plus optimal, que l'on puisse élaborer des régimes d'imposition qui ont un caractère tout à fait progressif pour en fait certaines entreprises, je veux cibler en fait certaines multinationales qui captent le plus grand volume même des profits qui sont réalisés. Alors, pour terminer, bien sûr, je dirais même, c'est que au niveau de l'UEMOA, ou bien même de la CEMAC, je peux dire même, nous proposons comme recommandation d'élargir l'harmonisation des régimes fiscaux. Bien sûr, on harmonise, mais la souveraineté fiscale des États fait qu'en fait, il y a toujours un manque à gagner, certes. Il y a aussi en fait un abus sur les régimes d'imposition. Les États sont souverains fiscalement, donc imposent qui il veut et comme il veut. Peut-être en matière douanière, avec le marché ou bien l'union douanière qui vise un désarmement tarifaire intégral pour que nos produits puissent être échangés au niveau de la région, cela pose problème, puisque vous constatez qu'il y a en fait des zones de contrôle partout. Donc, nos marchandises ne circulent pas comme il le doit sur nos frontières même. Ensuite, promouvoir même l'installation des points francs. Vous voyez, si toutes ces entreprises industrielles sont logées dans les villes, alors que les points les plus reculés en fait s'ouvrent, alors l'idée c'est de promouvoir des points francs, inviter certaines entreprises en leur disant que si vous installez sur les zones arides, les zones les plus défavorisées, vous aurez un avantage fiscal. Cela pousserait en fait à développer certaines entités. Et enfin, si vous le permettez même, corriger les abus sur les systèmes d'exonération, qui parfois en fait relèvent des décisions parcellaires, qui fait qu'en fait cela impacte et affecte même nos recettes fiscales. En moyenne, pour terminer, le taux de pression fiscale dans nos économies, c'est un taux qui est faible et que moi-même avait invité les États membres d'aller vers un taux de 20% à l'horizon 2019. Vous savez, avec la pandémie, il n'y a qu'un seul État qui l'avait respecté, c'est le Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ngom. Je pense que votre présentation est très claire et on a bien compris la segmentation donc, en 3 sous-secteurs du secteur industriel qui permet d'avoir une lecture spécifique pour chacune de ces entités, donc que ce soit le secteur industriel international que vous avez appelé, le secteur industriel national et puis le secteur informel. Donc, j'ajouterais simplement qu'il faut aller au-delà peut-être de cette segmentation, voire décloisonner en fait ces différents sous-espaces pour faire en sorte que le secteur industriel international parle au secteur industriel national à travers un certain nombre de mesures dont les politiques de contenu local et autres, et c'est cela qui permet vraiment de tirer vers le haut l'industrialisation au niveau du pays. Et aussi faire en sorte que le secteur informel aille vers le formel. Vous avez mentionné à juste titre justement cette perception que l'informel échappe à la fiscalité alors que même il est dans une situation où il ne collecte pas la TVA et qu'il paye la TVA, donc il supporte la TVA en fin de compte. Donc, comment faire en sorte que ces différentes composantes-là s'intègrent mutuellement et puissent bénéficier ensemble de tous les avantages que les pouvoirs publics peuvent leur accorder pour l'épanouissement de leurs activités. Je pense que c'est un autre challenge, un autre défi important du point de vue de la politique industrielle. Donc, on va passer à l'intervenant suivant. Docteur Maté, vous êtes avec nous à présent? Monsieur Lee, Monsieur Lee est là. Monsieur Lee est là, je suis, excusez-moi, président, je suis hors de Dakar. Je suis en mission pour autre chose, mais on va faire intervenir. Je vais trouver. Non, on m'a tapé mon micro.
Bon, monsieur Thiam, docteur Thiam, je pense que c'est vous qui connaissez un peu les priorités, donc voilà, qui doit passer à ce moment. Voilà, on va faire intervenir. Merci beaucoup, docteur Abdallah. On va faire d'abord intervenir monsieur Ly. Il a pu régler son problème de micro et par la suite, on pourra intervenir docteur Maté. Merci. Docteur monsieur Ly, vous avez la parole. Très bien. Donc, pour résumer, je pense que l'intervention de monsieur Ly, c'est sur l'attractivité industrielle et les défis de la souveraineté économique. Et monsieur Ly, il est des moyennes industries. Donc, monsieur Ly, à vous la parole pour une présentation de 15 minutes. Merci, monsieur le Président. Vous m'entendez? On vous reçoit très bien. Poursuivez. Ok, d'accord. Alors, là, c'est le titre de mon document, attractivité industrielle, pour parler des facteurs d'attractivité industrielle du Sénégal, suivant ce plan. Alors, je rappelle juste ici des éléments de contexte que je lis dans le document de référence de la politique économique du Sénégal, le plan Sénégal émergent réagit. Et dans ce document, on lit ces mots-clés que j'ai soulignés: révision du modèle économique, limite du système socio-économique mondial, compter sur ses propres ressources, produire localement des biens de consommation dans l'optique de souveraineté alimentaire et sanitaire, développement endogène, préférence nationale et implication d'un secteur privé fort. Voilà, là j'ai voulu partager ça avec vous pour souligner le caractère, disons, innovant, pour ne pas dire révolutionnaire, de ce qui se fait maintenant en termes de développement. C'est-à-dire, on n'est plus ancré dans l'approche marché 100%. On va essayer de prendre en compte une dose de développement endogène. Ceci dit, pour aller à la page suivante, voilà, ça c'est les éléments de contexte. Pour la page suivante, vous voyez, les priorités, on les a seriées ici à travers les différentes couleurs. Vous voyez la couleur verte en haut, les céréales, fruits et légumes, les produits de la pêche, la production animale, c'est donc les productions alimentaires. Les productions alimentaires, après bien les infrastructures de santé, dont la pharmacie, l'habitat, la construction, le numérique. Alors ça, ces priorités sont tirées des réflexions nationales menées au Sénégal à la lumière des impacts de la COVID-19. Du choc qu'on a reçu, on a réarticulé la feuille de route économique pour dégager, vous l'avez vu en haut, un besoin de 14 712 milliards de francs CFA en mode partenariat public-privé pour ériger des agropoles, des plateformes industrielles, des centres de santé, des parcs industriels pour la pharmacie, le développement d'un écosystème de construction, un programme de 100 000 logements et d'autres programmes pour l'économie numérique. Et donc, tout cela qui comporte d'ailleurs une capture industrielle, parce que tout cela devra se faire au Sénégal sous la férule de la politique industrielle. Bien sûr, en amont, il y a l'agriculture, il y a les mines, il y a la pêche, il y a d'autres utilités, mais tout cela est capturé dans une politique sectorielle industrielle. Maintenant, voici, toujours pour les éléments de contexte, les produits qui sont faits au Sénégal, les biens qui sont produits au Sénégal: céréales, fer, élevage, les roches minérales, les produits pétroliers, comme vous voyez, l'or non monétaire, l'acide phosphorique, les produits de la mer, le ciment, l'arachide, le coton tissu, le sel, phosphate, cuir et peau, engrais, fruits et légumes. C'est important pour la suite du document. Alors maintenant, les éléments du contexte aussi, c'est que la part du PIB industriel était de 14% il y a 10 ans, il est de 23,5% aujourd'hui. C'est une avancée extrêmement importante qui s'explique par beaucoup de choses sur lesquelles je reviendrai. Le secteur industriel produit un chiffre d'affaires cumulé de 4 069 milliards en 2017, c'est les derniers chiffres officiels, soit une hausse de 33% en 10 ans. La prépondérance des PMI, du petit et moyenne industrie, est une caractéristique de l'industrie du Sénégal, qui est localisée pour 91% à Dakar, 5% à Thiès,
1% à Saint-Louis, où je me trouve actuellement, et 1% à Ziguinchor. Donc, vous voyez une forte concentration de l'industrie sénégalaise dans la capitale. Sur la répartition sectorielle, vous avez une dominance de l'agroalimentaire, suivi de la mécanique et puis du papier, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des facteurs de contexte. L'autre élément sur lequel je voudrais revenir, c'est les lignes d'action de la politique industrielle, dans la stratégie d'industrialisation. Elle est portée par des réformes d'attractivité, d'abord, du cadre institutionnel et réglementaire. Elle vise la compétitivité de l'industrie, un appui aux entreprises industrielles en difficulté. Elle prépare une préemption de la commande publique, des marchés conditionnés sur lesquels je vais revenir, des partenariats avec le secteur privé ainsi qu'avec les partenaires techniques et financiers, dont l'UNIDI, à travers le programme de partenariat pays qui est en cours de mise en œuvre. C'est l'instrument, c'est le volet pour l'UNIDI de soutien à la politique industrielle dans quelques pays africains. Et enfin, il y a une réforme en cours qui porte sur l'actualisation de la politique industrielle. Mon collègue Sonko en a fait référence tout à l'heure. C'est de prendre en compte des éléments apparus après le lancement du plan Sénégal émergent. C'est les découvertes de pétrole, c'est les normes environnementales, les utilités de l'industrie 4.0 numérique, c'est le souci de souveraineté alimentaire et sanitaire et la chaîne de valeur internationale. Alors, si l'environnement des stratégies d'industrialisation, c'est que le Sénégal a fait l'option d'un traitement national. Au sens de l'OIT, le traitement national veut dire que, quelle que soit la nationalité des porteurs d'une entreprise, dès lors qu'elle est installée au Sénégal, c'est une entreprise nationale. Il n'y a plus de traitement de faveur pour l'entreprise sénégalaise. Le traitement national égalise, ça crée un traitement égalitaire entre l'entreprise détenue par l'étranger et l'entreprise détenue par le Sénégalais. Le Sénégal a adopté des mécanismes de marché et c'est ainsi que la production est totalement libéralisée. La fiscalité est rationalisée également à la faveur de la réforme de 2012-2013 et une option pour l'intégration économique à travers deux marchés, un seul marché plutôt et un sous-marché. 320 millions de personnes dans le cadre de la CEDEAO, 20 millions d'habitants dans le cadre de l'UMOA, commun de pays qui ont en commun la même monnaie, le franc CFA. Le compte de capital est totalement ouvert et la libre transférabilité est consacrée par la réglementation de change. Et le Sénégal a exprimé son choix irréversible, dit-il, dans le Code des investissements, de ne jamais nationaliser, exproprier ou faire une réquisition d'entreprise. Alors ça, c'est les éléments de contexte. Donc, on va aux réformes conditionnelles. Les réformes, je vous cite les plus emblématiques de mon point de vue, c'est l'alignement de la formation sur les besoins de l'économie. Créer de techniques et de sciences au détriment des filières classiques comme les lettres, les grammaires, les langues qui n'ont pas d'utilité à la hauteur des exigences de l'émergence. Les réformes pour l'accès universel à l'électricité, en favorisant bien sûr les énergies renouvelables, la révision de la politique foncière, la rationalisation du code des investissements, des partenariats publics-privés qui consacrent désormais des offres spontanées et des zones économiques spéciales, le développement de l'import-substitution, la correction de la réglementation de l'industrie pharmaceutique qui est très très ancienne, les textes de 1956, la création d'un fonds d'études et d'amorçage des projets et un programme d'appui à la modernisation de l'administration. Alors, sur ce, je passe aux nouvelles priorités industrielles. Alors, en postulat de base, il faudrait rappeler que nous produisons du poisson, des produits agricoles, des minerais, des productions animales, de la foresterie. Tout cela constitue des inputs pour l'industrie. Quand on fait l'industrie, on ne sort pas de ces 5 utilités-là à transformer. Donc, pour cela, nous allons développer des zones économiques spéciales, des plateformes industrielles, des agropoles, des parcs industriels dédiés à certains secteurs, dont la pharmacie, comme Pharmapolis, un écosystème de la construction, un hub minier et du pétrogaz. Pour tout le détail, comment ça se présente, les plateformes industrielles, c'est des aménagements d'utilité pour optimiser les activités industrielles. Il y en a 3 actuellement et il y en aura 3 de plus. À Diamniadio, à Dias et à Sangara, vous avez les zones qui sont déjà disponibles.
Et dans l'avenir, vous aurez des zones économiques spéciales du Cayor, à Touba, à Saint-Denis et à Ziguinchor, qui est prévu dans la feuille de route. Alors, après ça, vous allez voir des agropoles. Je ne vais pas être bavard, mon collègue Djililo va y revenir. C'est le coordinateur du projet national des agropoles. Mais sachez que c'est une agrégation d'utilité simplement pour optimiser la production agro-industrielle. Et ça constitue un trait d'union entre le secteur de la production primaire et le secteur de la transformation. Donc, sur un même espace, vous avez l'agriculture, vous avez l'industrie et les infrastructures de support telles que l'énergie, le capital humain, les boîtes à outils, les équipements, ainsi qu'un cadre de vie. Il va y revenir mieux que moi. Alors, il y en aura 3, les je vais sauter, compte tenu du fait qu'il va y revenir, aller vers le parc industriel de la pharmacie, Police, qui est un parc industriel, pro-industriel, biomédical, abritant les acteurs de la chaîne de valeur biomédicale. C'est un projet qui est né à la lumière des enseignements tirés des contraintes de la COVID-19. Le Sénégal était dépourvu quasiment d'industrie médicale. Sur cette base, on a décidé d'ériger un pôle dans lequel sont les bienvenus des industriels, des fabricants de médicaments. Alors, cette zone va comporter un parc industriel, un centre de recherche et de développement, un centre de formation, un village, un cadre de vie, donc une centrale électrique autonome et exclusivement dédiée à l'écosystème global. Alors, suivant le hub minier régional, c'est un projet Plan Sénégal émergent, projet numéro 15, qui vise à faire du Sénégal un centre de référence pour le minier établi en Afrique de l'Ouest. Nous allons être un centre de montage, de fabrication de tout l'équipement minier pour l'Afrique de l'Ouest, à travers un système d'infrastructure qui, en réel, de distribuer du matériel et du service aux opérateurs miniers. Des équipements, des services et du capital humain. Et c'est ainsi que nous avons entrepris des réformes et un travail d'étude en vue d'opérationnaliser ce secteur qui génère chaque année 33 milliards de dollars en Afrique de l'Ouest. Alors, l'écosystème de la construction, il s'agit de bâtir un tissu industriel dédié à la production des biens de la chaîne de construction, d'établir un hub intégré d'un potentiel en rayonnement régional, promouvoir l'autonomie progressive dans les corps de la construction. Sachant qu'au Sénégal, en moyenne, quand vous construisez un bâtiment, vous importez 70% des matériaux, ce qui est beaucoup. Et c'est d'autant plus paradoxal que pour ces secteurs que vous voyez affichés à l'écran, le ciment, le pétrole, la verrerie, la boiserie, les sanitaires, la peinture, la métallurgie et les équipements électriques, dans la page suivante, vous verrez que le Sénégal dispose de l'ensemble des ressources naturelles et stratégiques pour les construire in situ. Alors, vous avez ce triangle-là qui va de l'océan Atlantique jusqu'au Mali. On a du pétrole, on a du calcaire, du grès, du basalte, bauxite, fer, silice, argile, granit, ilménite et bois, et même du sable vert pour faire de la verrerie. Tout cela concourt à la fabrication du ciment, des sanitaires, de la plomberie, des matières plastiques, de la peinture, de la chaux, des carreaux. Que votons de plus? À droite, vous avez des universités et écoles de formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs pour opérer dans la transformation des biens primaires. Et vous avez aussi 3 parcs industriels pour faciliter l'installation d'industriels. Pour le moment, on est autosuffisant en ciment. On vient de
payer un impôt sur les sociétés de 30%. L'autre incitation, c'est que vous pouvez recruter librement qui vous voulez. Vous êtes exonéré dans l'importation des équipements et des matières premières intégralement de droits de douane et vous avez un coût moindre à l'accès aux facteurs de production. La loi dit que l'exclusivité de la distribution d'énergie est du ressort de la Sénélec, la société nationale. Et dans les zones économiques sociales, vous pouvez avoir la liberté de produire vous-même votre énergie. Maintenant, en contrepartie, vous avez des obligations. Vous exportez à au moins 50% de votre production. Vous créez un nombre d'emplois déterminé pour chaque 100 mètres carrés, disons, mettons 5 ou 6 ou jusqu'à 10. Vous assurez les transferts de technologie et il faut un investissement minimal de 500 millions de francs CFA. La gouvernance est assurée par le ministère de l'économie qui dispose d'un comité paritaire, un comité conseil pour les gestes. Il y a un administrateur qui est nommé et puis à côté, il y a le privé qui vient, qui négocie avec tout ça pour avoir son statut. La procédure est conditionnée par l'étude d'opportunité qui va permettre au chef de l'État de prendre un décret pour décider que vous avez le statut de zone économique spéciale. En tout état de cause, il vous faut fournir l'étude d'opportunité, décliner la vocation des gestes, c'est une zone spéciale pour l'agriculture, pour l'industrie, pour le tourisme ou pour la santé, et puis prouver vos capacités techniques et financières, votre contribution au PIB, les transferts de technologie, et évidemment, il peut être une société de droit. Maintenant, je vous livre cette synthèse-là qu'on a faite avec des collègues statisticiens pour montrer quelle est la cartographie, quel est le profil d'attractivité du Sénégal. Si on devait faire une échelle de notation de 0 à 10, vous voyez, on est très faible en matière d'accès aux facteurs de production, mais de l'autre côté, à droite, vous avez une stabilité sociopolitique qui fait le charme de notre pays, de même que la rentabilité du capital privé, plus élevée que partout ailleurs en Europe, comparé à tous les pays européens, parce que nous sommes dans l'ordre de 17,8%, là où la France est à 7%. Nous avons une infrastructure de télécom et d'informatique très, très élevée et une grande ouverture sur le monde. Au milieu, vous avez ce qui est moyen, l'énergie qui a fait des progrès, la fiscalité aussi, à la faveur des réformes, les infrastructures de transport également, relativement moyens, et puis les procédures administratives également sur lesquelles nous sommes en train de faire des réformes. Mais en tout état de cause, nous avons des faiblesses qui constituent des défis, notamment en matière de vulnérabilité au choc. Il nous faut diversifier notre tissu économique pour nous rendre